Avant de démarrer cet épisode, je tiens à remercier Steph Blue Lips d'avoir accepté de sponsoriser le podcast. Steph est coach et elle m'a été d'une grande aide l'année dernière quand je ne savais pas comment m'y prendre pour quitter l'enseignement. À l'époque, je me suis beaucoup questionnée sur le sens de mon métier, mes centres d'intérêt ou encore l'aspect financier. Et si je vous parle de Steph aujourd'hui, c'est parce qu'elle a créé le programme Oser qui pourrait grandement vous aider. Il s'agit d'un accompagnement sur mesure pour trouver votre voie professionnelle, la concrétiser et vous épanouir pleinement. Alors si tu veux changer de métier mais que tu n'as aucune idée de quoi faire, ou si au contraire tu as tellement d'idées que tu ne sais plus dans quelle direction avancer ni par où commencer, je te recommande son programme Les yeux fermés. Pour en savoir plus, tu peux profiter de 30 minutes d'appel offert avec elle. Le lien se trouve dans la description de l'épisode. Bonjour et bienvenue sur Avant j'étais prof, le podcast des enseignantes et enseignants qui ont osé la reconversion. Je m'appelle Florence et je viens d'arriver au bout de ma 6e et dernière année d'enseignement. Avant d'oser me reconvertir, je me suis longtemps questionnée sur ce qui m'empêchait de partir. Les témoignages collectés durant la première saison de ce podcast m'ont donné le courage de me lancer. Et vos retours m'ont permis de réaliser à quel point cette émission était importante pour certains d'entre vous. C'est pourquoi j'ai décidé de poursuivre cette aventure à vos côtés en décryptant 2 fois par mois les parcours aboutis de professeurs reconvertis. Pour le lancement de cette 2e saison, je suis très heureuse de partager avec vous le parcours de Marie. Après 19 années d'enseignement en primaire, Marie est aujourd'hui à la tête de Gojo, une marque d'aliments bio et sans gluten qu'elle a décidé de développer en découvrant sa propre intolérance au gluten. Sans aucune expérience dans ce domaine, Marie est parvenue à créer sa marque de A à Z et ses produits sont aujourd'hui distribués dans pas moins de 80 magasins français. Dans cet épisode, on parle des nombreuses compétences que l'on acquiert en tant qu'enseignant, de la possibilité de toucher le chômage après une démission pour démarrer son activité plus sereinement, et du plaisir de travailler quand on est passionné. Bonne écoute! Bonjour Marie, je te souhaite la bienvenue sur le podcast et pour démarrer, je te laisse le soin de te présenter. Bonjour, je suis Marie, j'ai 43 ans. J'ai été professeure des écoles pendant 19 ans. J'ai 3 enfants. Le 1er novembre 2019, le jour de mon anniversaire, j'ai démissionné et j'ai créé en décembre 2019 une entreprise qui s'appelle Gojo et qui fabrique des produits sans gluten. Si on revient au début de ton parcours, côté scolaire et personnel, qu'est-ce qui t'a fait devenir enseignante au départ ? Maintenant que j'ai des enfants qui sont adolescents, je me rends compte les difficultés que c'est pour savoir ce qu'on a envie de faire dans la vie. Et moi, c'est pas des difficultés auxquelles j'ai été confrontée parce que j'ai toujours voulu être enseignante. Alors, c'est peut-être parce que ma grand-mère l'était. Je sais pas, c'était mon rêve de petite fille. Donc, j'ai eu un parcours assez classique. Je savais quelles études il fallait faire pour intégrer l'IUFM. Je savais que des études de lettres, c'était une bonne voie pour y rentrer. J'ai fait un petit peu plus que ce qu'il fallait en lettres, c'est-à-dire que j'ai fait un bac plus 4 parce que c'est des études qui m'ont beaucoup plu et donc j'ai voulu continuer 1 an de plus avant de rentrer à l'IUFM. J'ai été passionnée par ça à tel point que mon prof de fac m'avait proposé d'être enseignante à la fac. Mais non, ce que je voulais faire, c'était les enfants, être en primaire. Donc après, j'ai fait mes 2 années d'IUFM. Et j'ai fait ma première année, ensuite j'ai été liste complémentaire pendant 1 an et puis après j'ai fait ma 2e année. J'ai toujours voulu faire ça, par contre j'ai toujours su que je le ferais pas toute ma vie. Je savais pas spécialement ce que je ferais d'autre, mais je m'étais dit un jour je changerai. Et puis après ça s'est resté un petit peu en arrière-plan, j'ai pu penser et puis c'est revenu petit à petit. Et qu'est-ce qui fait qu'au bout de 19 ans, tu décides de faire ce changement ? J'ai toujours aimé changer d'école, voir différentes choses, changer de niveau, tout en restant tout le temps en primaire. Et puis à chaque fois que j'étais dans des écoles, je me rendais compte que les discussions autour de la table, c'était moi si je pouvais, je ferais autre chose. Et je me rends compte qu'il y a plein d'enseignants qui sont malheureux et qui font ça un peu parce que ils ont l'impression qu'ils savent pas faire autre chose, qu'ils ont toujours fait ça. Et moi au bout de 19 ans, je me suis dit, il me reste encore 25 ans à faire. Et ça m'a fait peur. Je me suis dit, 25 ans, je m'en sens pas capable et j'ai pas envie de devenir aigrie. J'ai pas envie de ne plus aimer mon métier. Donc, il faut que j'agisse avant et que je réagisse surtout.
Est-ce qu'il y a une chose ou des choses qui te faisaient peur au moment de changer? Parce que parfois on est bloqué par la famille, les finances ou qu'on pense qu'on n'est pas capable, et est-ce que toi, il y a eu quelque chose qui t'a empêché de sauter le pas? Eh ben, je crois que rien m'a bloquée. Après, j'ai une histoire personnelle j'ai perdu mon papa et ma maman très jeunes et ça m'a donné des ailes dans le sens où je me suis dit, bah, la vie peut s'arrêter très vite et je veux pas avoir de regrets. Donc, je me suis sentie la force de faire ça. Il y a eu plein de gens qui m'ont dit, mais t'es folle, t'as un bon salaire pour une femme, t'as les vacances, t'as la sécurité de l'emploi. Et moi, je disais, ok, mais voilà, j'ai envie d'être heureuse. Moi qui dis toujours à mes enfants, vous ferez le métier que vous voudrez, mais il faudra être heureux. J'ai élaboré un plan, hein, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Ça a dû prendre 2 ans pour bien mûrir dans ma tête, pour savoir où j'allais, pour savoir comment j'allais m'en sortir financièrement. Et puis après, voilà, j'ai eu une grosse opération en février, ma dernière année, et puis après, bah, j'ai pas repris derrière. D'accord. Et côté administratif, toi tu as démissionné directement, t'as pas passé par une dispo le temps de te lancer ou quelque chose comme ça? C'est ce que me disaient beaucoup de gens, mais pourquoi tu prends pas une dispo? Et la dispo, bah je trouvais que ça avait plusieurs inconvénients. C'est que bah déjà, c'est pas forcément accordé. Et puis accordé tout de suite, alors que moi je voulais partir tout de suite, je me sentais pas prête à redemander chaque année et à retourner à l'école par dépit. Il y a aussi l'inconvénient que bah, on n'a pas droit au chômage si on est en dispo. Donc, on n'a aucun revenu. Et le troisième inconvénient, c'est que moi, je voulais démissionner, dire je pars réellement et pas je pars à moitié. Et si ça marche pas, je reviens parce que j'aurais été malheureuse de revenir parce que j'ai pas réussi. Là, je pars et je dois réussir. J'ai pas le choix. Mais c'est super difficile, hein, en fin de compte, de choisir entre la démission, la dispo, la rupture conventionnelle. En fait, chaque option a des avantages et des inconvénients, hein, mais même en pesant le pour et le contre, les pour et les contre, c'est pas toujours simple de choisir, je trouve. Ouais. Après, moi, en créant ma société, je savais que je pourrais pas me verser de revenus avant très longtemps. Donc, tu peux te mettre en dispo en sachant que tu auras quand même des petits revenus dans ta nouvelle activité et que ça te permettra de vivre. Mais moi, c'était pas le cas. Et comment ça se fait qu'au début, toi, tu ne touches rien? Ça se passe comment, justement, toute la partie création de l'entreprise? C'est pas une entreprise de service, donc je gagne pas de l'argent directement. En fait, mon histoire, c'est qu'il y a 6 ans, j'ai appris mon intolérance au gluten. Je vis beaucoup mieux parce que je n'en mange plus, et je m'étais rendu compte que c'était super dur de se nourrir sans gluten, parce que en fait, on se rend compte quand on va faire ses courses que dès qu'on veut prendre un plat tout prêt, il y a du gluten de partout, même là où on s'y attend pas. Et après, quand on veut cuisiner soi-même, et ben, ça nous oriente vers des tas de farines qui existent à la place de la farine du blé. Sauf que ces tas de farines, comme c'est des farines que je connaissais même pas, farine de banane verte, farine de manioc, de patates douces. Et ben, on les trouve très difficilement et je passais mon temps à courir les magasins bio pour acheter une farine à gauche, une farine à droite, voilà. Et donc, l'idée est venue un petit peu comme ça, qu'il y avait un manque et que je pouvais faire quelque chose là-dedans. C'était quelque chose qui m'intéressait, le manger mieux, le bien-être, la cuisine. Voilà, même si j'ai aucune formation en cuisine, je cuisinais toujours tout à la maison pour les enfants, les goûters, les petits déjeuners. Donc voilà, c'est l'idée qui est venue. Et puis la première étape, en fait, ça a été comment est-ce que je vais partir de l'éducation nationale. Déjà, je savais absolument pas qu'on pouvait toucher le chômage quand j'ai commencé mes démarches. Et sur un forum, j'ai rencontré une fille qui, elle, avait 1 an de plus d'expérience que moi et qui m'a dit elle venait de le toucher, pas qu'elle allait le toucher. D'ailleurs, c'est tout récent. Et c'était la première fois que je rencontrais quelqu'un qui le touchait. Et d'ailleurs, je crois que j'ai jamais rencontré une autre enseignante ou un autre prof qui le touche. Et donc après, bah, ça a été le parcours du combattant. Comment est-ce que je vais pouvoir toucher le chômage et comment je vais pouvoir démissionner. Et là, bah, j'ai rencontré les syndicats, j'ai beaucoup parlé sur des forums, j'ai essayé j'ai l'inspection académique que j'ai contactée plusieurs fois, la conseillère mobilité, je crois. Voilà, que j'ai eu, qui m'a aidée, mais finalement, à l'inspection académique, ils sont au courant de rien, hein. C'est même moi qui les informais de plein de choses. Et puis bah, j'ai fait des dossiers, j'ai énormément motivé mon départ.
Et puis, j'ai eu ma démission qui a été acceptée. Et j'ai pu partir avec une IDV. Ça m'a permis de tenir en fait les 4 mois de carence qu'on a avant de toucher le chômage. Même si c'est pas une somme qu'on touche tout de suite, hein, et que c'est pas non plus très simple d'arriver à la toucher parce qu'on touche la première partie. On touchait puisque je crois que ça n'existe plus. La première partie en partant et la deuxième partie un an après. Donc. Et puis après, la partie la plus stressante, finalement, ça a été du côté du chômage, être sûr que je pourrais l'avoir. Mais de toute façon, mes démarches étaient entamées. Donc, j'étais très motivée. Et voilà, j'ai eu des entretiens, j'ai fait tout un dossier en expliquant que j'allais pas être juste une demandeuse d'emploi à la maison qui attend que le temps passe, mais que je crée ma société et que j'avais besoin de ça. Et puis j'ai réussi à toucher le chômage. Donc au bout de, c'est même pas 4 mois, c'est 4 mois plus 1 mois et demi. Donc en fait 5 mois et demi. Voilà. Et après, donc, pour en revenir à la question initiale de comment ça se fait que je puisse pas encore vivre de mon entreprise alors que ça fait 1 an et demi. Et donc, une fois que tout ça a été fait, donc, la démission, la création de l'entreprise, il a fallu trouver un local où j'allais mettre mon entreprise parce que dans mon local, j'ai du stockage des matières premières, du stockage des produits qu'on prépare, mes bureaux, on a fait fabriquer 2 bureaux, le labo où on fabrique tout. Ensuite, il y a eu création de la marque. Je suis partie de rien, ça n'existait pas et il a fallu créer une marque, créer un logo, des graphismes, des étiquettes. Alors pour cette partie-là, je me suis fait aider au départ par un professionnel. Il y a eu la création du site internet et puis après la recherche des fournisseurs de matières premières. Ensuite, il y a eu une grosse partie qui a été l'audit parce que donc tous mes produits sont bio et sans gluten. Donc j'ai été auditée par la FNOR pour avoir les certifications qui me donnaient le droit de m'adresser à ma cible, qui sont les magasins bio spécialisés. Puis après, j'ai commencé la commercialisation. Donc, c'est beaucoup je deviens commerciale, hein, alors que j'ai pas du tout cette formation-là. Mais j'ai pas l'impression d'être commerciale. J'ai l'impression de présenter, de faire découvrir ma marque. Les magasins bio, c'est quand même un milieu qui est assez sympa, où les gens sont humains. Donc, j'appelle, je me présente, j'explique ce qu'on peut faire avec mes produits. Et puis voilà, donc maintenant, je suis dans environ 80 magasins dans toute la France. Mais ça suffit pas. Donc, il y a pas mal de charges dans la société. Donc là, maintenant, j'arrive à payer mes charges. Mais j'en suis pas encore à pouvoir me verser un salaire. Donc maintenant, on est 2 dans la société. J'ai été rejointe par mon compagnon qui lui aussi a démissionné et on se partage le travail. Moi, c'est plutôt la partie commerciale, lui, c'est plutôt la partie informatique, comptabilité. Et puis après, on est tous les 2 en production et en livraison, voilà, tout le reste. Et j'imagine que le chômage, tu sais à l'avance quand ça s'arrête. C'est pas la surprise au moment où tu arrêtes de le percevoir. Non, on a 2 ans. D'accord. En fait. Comme dans le privé, en fait. Donc, je sais qu'au mois d'avril, il faut que je puisse me verser un salaire. Et tu penses que d'ici avril, tu peux te verser un salaire ou c'est quelque chose qui te stresse ? Non, ça me stresse pas, mais je me suis mis cet objectif et il faudra y arriver. On y arrivera, on trouvera toujours une solution. Et pourtant, il y a 4 enfants à la maison, donc c'est réfléchi, on s'en sortira toujours. On a réduit notre mode de vie, ça c'est sûr, hein, mais quand j'entends beaucoup de gens qui disent « je peux pas, il y aura une baisse de salaire », si on peut, en fait, on réduit certains postes, hein, mais on s'en sort très bien. Et si c'est pas indiscret, t'avais touché combien en indemnité de départ volontaire ? En IDV, alors sur le papier, c'était 15 000, mais en réalité, les 15 000 se transforment en 10, 11 000 quand on enlève les prélèvements. Ouais, donc t'as une belle somme en soi, mais une fois dans la vie de tous les jours, avec la boîte à gérer, le quotidien, 4 enfants, etc., j'imagine qu'en fait, 10 000 € ça part super vite. Oui, surtout que je te dis, ça a été touché à 1 an d'intervalle et voilà, mais pourtant, j'avais pas spécialement d'argent. J'en avais un petit peu de côté, mais pas grand-chose et on y a réussi. L'IDV, du coup, pour celles qui savent pas, c'est l'indemnité de départ volontaire et ça n'existe plus. Ça a été remplacé, il me semble, en janvier 2020 par la rupture conventionnelle. Mais toujours est-il que le principe reste le même, on a un versement à la suite du départ, et ça c'est toujours possible. Et même si c'est plus tout à fait la même chose, ça permet d'avoir un peu d'argent pour se lancer, de pas partir avec rien, et puis aussi, comme tu disais Marie, de s'inscrire à Pôle emploi. Ouais. Est-ce que dans ton nouveau métier, tu as une journée type ?
Je dirais pas. Alors, il y a plein de choses qui reviennent régulièrement, mais il n'y a pas de journée type, il n'y a pas tellement de régularité, si ce n'est que le matin, on arrive, on fait le point, on regarde les comptes, on regarde les commandes, mais après, c'est en fonction de ce qui va se passer, des commandes qu'on va recevoir, des prospections à faire. Et c'est ça qui m'a énormément motivée à partir et que je suis heureuse de vivre, c'est que j'apprends tous les jours, je découvre tous les jours et j'ai l'impression d'évoluer parce que tout ce que j'ai fait, j'étais pas formée pour ça, je l'ai appris au fur et à mesure. Et donc, mon travail, ce que je fais régulièrement, déjà, il y a beaucoup de prospection téléphonique alors c'est sympa parce que c'est sur toute la France, donc je fais des régions, je regarde où c'est, je découvre. Et puis ensuite, il y a de la production, on met la charlotte, la blouse, on va dans le labo et puis on fait nos mélanges de farine, on les met en sachets. C'est très tout se fait à la main, hein. Donc on remplit des sachets, on les pèse, on les thermosoude, on les étiquette avec une DDM. Ensuite on remplit des cartons et puis on range dans l'entrepôt. Après il y a souvent des papiers à remplir, des questions, répondre à des mails de notre organisme certificateur, de nos clients, faire de nouvelles recettes, entretenir notre site internet, envoyer des recettes aux magasins pour qu'ils puissent les proposer. Après, quand c'est des magasins qui sont pas trop loin, on aime bien aller les rencontrer, se présenter, voir dans quel rayon sont nos produits. On fait aussi des animations au magasin, donc on présente nos produits, on les fait goûter, on discute avec les gens, on voit ce qu'ils en pensent, on voit quels seraient les besoins, qu'est-ce qu'ils aiment. Donc voilà, il y a ce contact avec les clients qui est aussi intéressant pour pouvoir évoluer et voir ce qu'on pourrait proposer de nouveau. C'est important, toujours être à l'écoute de qu'est-ce que les gens attendent, qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir, qu'est-ce qu'ils ne trouvent pas et qu'on pourrait leur proposer. Et l'avantage que tu as toi, c'est d'avoir lancé ta boîte avec ce problème de santé-là, qui fait que t'es quand même très bien informée sur le sujet, donc ça va au-delà d'un simple projet professionnel en fait. Ouais. Je sais en parler, c'est pour ça que je dis je me sens pas commerciale parce que c'est un peu une passion, comme j'en ai des tas dans la vie, hein, mais je sais de quoi je parle, je sais leur expliquer les produits, je sais leur dire comment s'en servir et voilà. Mais après mon conjoint qui lui n'était pas du tout concerné par ce problème-là a quand même voilà, on n'est pas obligé de tout connaître pour faire ça. Et est-ce que tu saurais nommer les côtés positifs et négatifs de ce nouveau métier ? Moi, je vois que du positif. Ce qui me manque le plus de mon ancien métier, c'est le contact avec les enfants, leur bonne humeur, voilà. Et puis mes collègues, hein, j'étais dans une école vraiment. Quand je suis partie, j'avais atteint, je pense, la meilleure école que je pouvais trouver, une petite école de village à côté de mon. Elle était pas petite, non, c'était une grosse école, mais de village à côté de chez moi, avec des collègues vraiment sympas où les journées étaient super agréables, mais ça me suffisait plus. J'avais l'impression de plus grandir, de plus que ça m'apporte plus ce qu'il fallait. Donc ça c'est ce qui me manque. Après le côté, tous les côtés positifs, déjà c'est l'impression d'être libre, l'impression de créer ma vie, de plus dépendre c'est moi qui fait mes choix et si ça marche ou si ça marche pas, c'est moi qui l'aurais créé ça. Donc je suis responsable de moi-même et voilà. Et puis j'apprends beaucoup, je fais de nouvelles rencontres, ça fait du bien de sortir de ce milieu d'enseignant que finalement, j'ai connu toute ma vie à l'école petite et puis dans mon métier. Donc, rencontrer des nouvelles personnes, ça aussi, c'est super intéressant. Apprendre tous les jours, être confronté à des problèmes et puis devoir se débrouiller tout seul pour les résoudre. Trouver les personnes qui pourront m'accompagner pour m'aider. Voilà, ça c'est que du positif. Et puis la liberté d'organiser mes journées, je gère mes journées. Et puis apprendre, grandir, découvrir. Tu parles beaucoup justement d'apprendre, mais aussi de débrouillardise. T'as pas eu de formation pour lancer ton activité ? Non, si j'ai fait juste une semaine de formation à la CMA, la Chambre des métiers et de l'artisanat, pour créer son entreprise. Et après c'est donc voilà, il y a eu les bases de tout. Et puis après, je suis suivie parce que j'ai eu une partie de mon entreprise qui est financée par Initiative Nord-Isère. Initiative, c'est un peu partout dans la France. Et donc, on a un parrain qui nous suit. Il y a quand même des regards extérieurs. On a un comptable parce que ça, je me sentais pas non plus de le faire toute seule. C'est très lourd. Et puis voilà, c'est se faire accompagner, pas hésiter à poser des questions, à regarder comment ça se passe
ailleurs parce que finalement, le milieu de la food à Lyon, il y a pas mal de jeunes entreprises qui ont 2-3 ans de plus que nous, qu'on rencontre régulièrement. Et puis, on regarde comment eux, ils marchent, comment ils font. Et puis, on arrive à se situer un petit peu par rapport à eux et à voir si on part dans la bonne direction. Et pour la partie en labo, là où vous faites les mélanges, les paquets, etc., j'imagine qu'il y a des normes et des règles à respecter. Est-ce que c'est pour cette partie-là peut-être que tu as eu besoin d'avoir une certification ? Non, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que si on n'était pas bio et sans gluten, on n'aurait aucun regard extérieur sur notre entreprise et on pourrait vendre et faire tout ce qu'on veut. Je voulais absolument travailler dans la bio, donc ça nous impose cette contrainte pour avoir le logo, mais on peut se lancer et faire finalement ce qu'on veut et vendre ce qu'on veut. On s'en est rendu compte comme ça. Mais oui, il y a du coup, en étant bio et sans gluten, c'est très lourd et il y a des grosses contraintes. Il y a beaucoup de règles à respecter. C'est strict, hein. Ah bah il vaut mieux, oui, parce que les personnes qui sont intolérantes ou allergiques au gluten, j'imagine que ça peut aller très loin en fait, si tu consommes sans savoir. Je sais que parfois, certaines personnes ont des réactions allergiques qui peuvent quand même être assez graves, quoi. Oui, quand tu es suivi pour la bio, déjà là, les règles sont strictes parce que tu as des analyses à fournir, il faut que tout soit impeccable. Mais sans gluten, c'est plutôt du côté de la santé, ça peut être très grave. Donc, on fait des analyses régulièrement. On connaît surtout nos fournisseurs et on sait quel est tout leur process, comment ils travaillent, qu'est-ce qu'ils utilisent, pour qu'il n'y ait pas eu de contamination à un moment. Voilà, il y a quand même beaucoup de confiance, de connaissance des fournisseurs, et puis après, ça se termine par des analyses. Mais c'est le côté un peu compliqué de ma société, c'est qu'on touche un milieu qui est assez... ça touche la santé, donc il faut le temps que les gens nous connaissent et nous fassent confiance. Parce que quand on achète ce genre de produit, voilà, les gens ont peut-être leurs habitudes de produits sans gluten, ils se disent avec ceux-là, j'ai pas de problème. Donc il faut qu'ils apprennent à découvrir notre marque et à lui faire confiance. C'est ça, et je pense que c'est pas rien quand t'as mis des années à savoir ce qui posait problème dans ton alimentation, faire des tests, t'as enfin trouvé ce qui te convient. Je pense que t'as pas forcément envie de tenter la roulette russe avec un nouveau produit. Donc ouais, ça doit être un sacré boulot en fait, la relation de confiance avec les consommateurs, quoi. Ça prend du temps, ouais. Ouais. Et puis c'est sûr que quand on voit une nouvelle marque qui apparaît sur les étagères, il faut déjà le temps d'arriver à la voir en rayon, hein, parce que ça se voit pas forcément quand on a nos habitudes de consommation. Et puis franchir le pas de l'acheter, de se dire allez, je vais tenter, je vais essayer, découvrir. Et si on fait quelques comparaisons entre ton ancien et ton nouveau métier, tu dirais que tu travailles plus aujourd'hui que tu ne le faisais avant, soit en termes de quota horaire ou bien en ressenti, parce que des fois on travaille plus mais on le ressent pas forcément comme tel. C'est compliqué et je le regarde pas sous cet aspect-là. C'est sûr qu'au niveau horaire, il y en a plus déjà quand tu regardes que cette année j'ai pris 10 jours de vacances et encore c'était avec l'ordi et le téléphone, hein. Donc voilà, mais j'avais pas cette fatigue comme je l'avais quand j'arrivais au mois de juin avec une classe et où les vacances étaient indispensables. Donc oui, des heures j'en fais plus, mais j'ai des journées plus libres. Si j'ai un rendez-vous pour les enfants, si je dois m'absenter, si je dois aller faire une course, voilà, je peux le faire. Ça nous arrive de travailler le week-end. Mais en fait, quand c'est ta boîte, t'as pas l'impression de travailler. C'est ça, c'est pour ça que c'est compliqué de te répondre parce que je dirais pas je travaille plus qu'avant, je travaille différemment. Ça, c'est un retour que j'ai souvent eu des personnes qui s'étaient lancées à leur compte, c'est-à-dire que techniquement tu fais plus d'heures, mais en fait t'as pas du tout cette sensation-là, puisque c'est toi qui décides quand tu y vas quelque part. Alors après, c'est sûr, si tu décides de ne pas aller travailler, t'as pas de salaire et ton projet est forcément tombé à l'eau aussi. Ouais. Mais il y a un côté liberté, on va dire, qui fait que quand tu travailles, voilà, t'as le côté plaisir en fait qui est là et c'est pas seulement une obligation, ça va au-delà de ça. Ouais, et pas la même fatigue, ouais. Au niveau des vacances, tu disais tout à l'heure que tu avais pris une dizaine de jours l'année dernière. Est-ce que à terme, tu te verrais plutôt retrouver une quantité de vacances plus conséquente ou du moins fixe, je pense notamment par rapport aux enfants, ou est-ce que toi, ça te convient de prendre des vacances seulement quand tu en as réellement le besoin ? Ça me va bien et c'est pas mon objectif, c'est pas de me dire allez l'année prochaine je me fixerai des vacances, non. Voilà, on s'est dit on va essayer de prendre quelques jours en novembre et voilà, on partira quelques jours en novembre, donc on peut partir quand on veut et on va le faire au fur et à mesure en fonction des besoins de l'entreprise, quand est-ce qu'on peut s'absenter, comment on va organiser ça et non, c'est pas du tout mon but les vacances.
Et est-ce que quand t'es en vacances, justement, tu es pleinement à 100% en vacances, ou est-ce que le côté chef d'entreprise, c'est un peu un penchant, on va dire, de l'enseignant qui a toujours quelque chose à penser, quelque chose à refaire, quelque chose à préparer? Oui, forcément. On est parti avec le téléphone, l'ordinateur, mais non, mais ça me fait pas la même pression ou ça me donne pas la même impression. Donc tu n'as pas de regret à avoir quitté l'enseignement. Non, 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 non. Et à part les enfants que tu évoquais tout à l'heure, est-ce qu'il y a des choses qui te manquent de ton ancien métier? Je me pose pas tellement la question. Je vois les avantages et tout ce que j'aime au quotidien. Et puis quand je suis partie, je suis partie. Je me suis pas dit est-ce que je fais le bon choix ou pas. À partir du moment où mon choix était fait, je regardais plus en arrière et voilà. Quand je suis allée à la fête de l'école de ma fille, bah voilà, je me dis ah c'était bien cette période. Puis j'en ai parlé à une de mes anciennes collègues qui était là. Elle me dit oui, tu vois le spectacle sur scène là, c'est formidable, mais regarde tout, rappelle-toi tout ce qu'il y avait avant et donc oui, je suis contente quand je croise des petits élèves. J'ai un peu la nostalgie là. Il y aura la rentrée, la découverte des enfants, mais ça va pas plus loin. Mon choix est fait et je vais dans cette direction. C'était une étape de ma vie et maintenant c'est autre chose. Et est-ce que tu aurais des conseils à donner pour les enseignants qui sont arrivés au bout de leur parcours de prof, on va dire, et qui aimeraient changer, mais soit qui n'osent pas, soit qui ne savent pas comment faire, par exemple? Souvent, mes collègues ou mes amis ou tout le monde me disaient, mais tu as vraiment du courage de faire ça. Et je leur disais, mais non, c'est vous qui avez du courage de rester dans un métier où vous êtes plus heureux. Comment on peut continuer à aller travailler si on y va en traînant les pieds chaque jour? On sait faire une multitude de choses, en fait. On s'adapte tellement bien. On sait gérer au niveau de la gestion. La majorité des enseignants, ils sont quand même très structurés, très carrés. Voilà. Et pour gérer une entreprise, c'est l'idée. Il a fallu que je passe devant des commissions, que je me motive à la banque, tout ça. Et il fallait s'exprimer. Bah, ça aussi, on le fait finalement au quotidien. En fait, on a des tas de compétences. Alors au départ, quand je suis partie, que j'allais à la banque justement, ou de créer ma boîte, j'osais pas dire que j'étais enseignante. C'était un peu, j'en avais un peu honte. Je me disais, les gens vont dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est pas crédible en étant instite de faire ça. Et je me suis rendu compte que le métier à l'extérieur était vraiment bien perçu, contrairement à ce qu'on entend souvent, et que c'était pas une honte, et au contraire. Au contraire, on passe pour des personnes sérieuses, des personnes qui savent bien s'exprimer, bien écrire. Après, je le disais, et en fait, je me suis aussi rendu compte que dans le milieu de la bio, il y avait plein d'anciens profs qui s'étaient lancés là-dedans. C'est bien de le voir comme ça, ouais. Il faut vraiment avoir confiance en soi et croire en ses capacités et croire en ce que je me suis toujours dit, la boîte, bon voilà, je donne mon maximum, il faut que ça marche, mais ça va être aussi, ça va me permettre de rencontrer des gens, de rencontrer d'autres possibilités dans ma vie et j'aurai d'autres ressources si ça marche pas, donc je m'en sortirai dans tous les cas. Est-ce que tu pourrais compléter la phrase suivante qui commence par Avant j'étais prof, aujourd'hui je suis. Le premier mot qui me serait venu, ce serait heureuse, hein, sauf que je peux pas dire que j'étais malheureuse avant, donc c'est injuste pour mon métier d'avant. Mais en tout cas, aujourd'hui, je suis maître de mon destin. Et ça fait le lien avec la liberté aussi que tu évoquais tout à l'heure. Ouais. Et c'est vrai que maintenant que moi-même je suis en train de faire le changement, je réalise que ouais, c'est une liberté qui est tout autre, Ouais. décisionnelle, géographique, organisationnelle. Et bah, c'est vrai que ça fait du bien. Alors après, c'est sûr, hein, il y a des contraintes aussi, il y a des choses plus difficiles, mais voilà, c'est quand même plutôt positif. Il y a de l'incertitude, ça me paraissait tellement immense quand je me disais, en fait, l'objectif, c'est que mes magasins soient en rayon et j'arrivais pas à imaginer ça un jour voir mes produits en rayon. Et puis, le jour où c'est arrivé, ben voilà, c'est arrivé. Maintenant, c'est dans 80 magasins et en fait, je prends étape par étape, marche par marche et puis, j'avance petit à petit comme ça. Enfin, je te donne ta prochaine étape alors, ce sera de venir t'implanter en Bretagne parce que figure-toi que j'ai regardé la carte de tous les magasins où tes produits sont présents et je n'ai pas vu la Bretagne. Alors je t'y attends. C'est vrai qu'après le secteur Rhône-Alpes, j'étais partie dans le sud et là, ça marche super bien. Et puis maintenant, il faut remonter, donc vers la Bretagne aussi.
La bonne nouvelle, c'est que comme c'était prévu dans le prévisionnel, on vient d'embaucher quelqu'un pour la rentrée. C'était prévu que pour arriver à se développer suffisamment, il faudrait de l'aide. Donc, en fait, on embaucherait quelqu'un avant de se payer soi-même. Et là, donc, on a pris une alternante. Et donc, c'est super parce que ça va faire un peu un lien avec mon métier d'avant. Et voilà, je suis super contente de donner sa chance à quelqu'un, et puis d'avoir un nouveau regard sur la société, quelqu'un de jeune qui va venir, qui va nous aider, voilà, ça sera un échange et on attend avec impatience son arrivée. Ah, c'est génial. Je suis super contente pour toi en vrai parce que ce soit évidemment ta boîte qui se développe et ton projet qui prend forme, qui s'étend, etc. Mais aussi voilà ce côté-là qui est un petit peu le prolongement finalement de l'enseignement que tout prof, je pense, a au fond de lui avec ce côté partage, apprentissage, etc. C'est chouette, ça fait plaisir à entendre en tout cas. On arrive à la fin de l'épisode, donc je te remercie beaucoup Marie pour ta transparence, ton honnêteté, puis tout ce que tu as partagé avec moi et avec les auditeurs et auditrices. Et puis je te souhaite le meilleur, que ce soit dans ton entreprise, aussi dans ta vie personnelle. Et puis je garde un œil ouvert dans les magasins bio pour voir si je te vois apparaître en Bretagne alors. Je te tiendrai au courant et merci à toi pour ton accueil et pour cette interview. Merci d'avoir écouté ce témoignage jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast pour ne rater aucun épisode. Pour qu'il gagne en visibilité, vous pouvez le noter et le commenter sur votre application d'écoute favorite. Ça vous prendra quelques secondes, mais ça m'aidera énormément. Pour soutenir ce projet et m'aider à le faire connaître, vous pouvez partager l'émission auprès de vos proches, de vos collègues et sur vos réseaux sociaux. Sachez également qu'il est à présent possible de soutenir le podcast financièrement sur Patreon, une plateforme de financement participatif dont vous trouverez le lien en description. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram et Facebook @avantjtprof ainsi que tous les sujets abordés dans la description de l'épisode. À bientôt!